Alors Julien, trop contente de t'avoir à nouveau sur mon podcast. C'est pas la première fois, t'étais déjà venu, je sais plus c'était quand la première fois que t'es venu dans mon podcast. C'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je pense que c'était dans les premiers épisodes que j'ai fait. Notre épisode, il avait eu beaucoup de succès, j'ai eu tellement de retours sur cet épisode. Pour te représenter à nouveau, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es entrepreneur, t'es coach, t'es podcasteur maintenant, t'as ton podcast. T'as aussi une école de coaching qui s'appelle Mastery où tu transmets ton savoir, ton apprentissage sur le coaching et sur la transformation que t'as avec tes clients. Si tu devais te présenter en dehors de tout ce que tu fais, comment est-ce que tu te présenterais ? J'ai pas le droit de dire ce que je fais. J'ai rien. Non, t'as pas le droit de dire ce que tu fais. J'ai le droit de dire ce que je pense, du coup. Ce que tu penses, Ok. ouais, ce que tu ressens, Ok. ce que tu veux. Je pense que je suis quelqu'un qui aime m'émerveiller à la perfection de la vie. Je crois dans une profonde perfection, dans un ordre qui régit tout l'univers. Et je crois que ce que j'aime le plus faire... Ah, j'ai dit... T'as vu, c'est dur, hein. Ce que j'aime le plus, j'ai enlevé le mot faire. Ce que j'aime le plus, c'est découvrir l'ordre. Et ce qui se passe quand tu découvres l'ordre derrière ce que tu voyais comme du chaos avant, c'est que j'ai jamais vu un être humain qui n'est pas touché par une forme d'amour, de gratitude, de quelque chose qui le dépasse dans sa compréhension et qui remet en question tout son modèle du monde au moment où il découvre cet ordre caché. Donc, c'est ce qui me fascine et c'est ce que je fais à travers le coaching, on va dire. Et c'est aussi ce que je fais à travers l'école et à travers tout ce que je fais. Dans le fond, ce qui me touche, c'est de pouvoir découvrir de plus en plus cet ordre et de vivre de plus en plus en alignement avec cet ordre caché. Je me souviens d'un moment où je travaillais avec une coach il y a 2 ou 3 ans et elle m'amène sur ma mission et je sais pas pourquoi, je sais plus dans quel contexte, mais j'arrive à cette réalisation il y a 3 mots qui me viennent, et je me mets à avoir les larmes aux yeux et à sentir dans mon corps à quel point ça me touche. Il y a 3 mots qui me viennent, c'est love, perfection, inspiration. Et à ce moment-là, je réalise que ce qui me touche et le but de ma vie, c'est de découvrir la perfection derrière tout ce qui nous arrive, se laisser toucher par cet amour divin et accéder à plus d'inspiration à partir de là, à partir de cet espace. Ah, j'adore et tu l'incarnes tellement bien, je trouve. Est-ce que tu peux nous partager la plus grande leçon que tu as apprise ces dernières années dans ce travail que tu fais sur toi, avec les autres, dans ta vie? Ça peut être une leçon que tu as appris dans ta vie perso, dans ta vie pro, enfin voilà, ça peut venir de n'importe où. J'en ai tellement, mais vraiment, je crois que celle à quoi ça me ramène, c'est... Avec mon mental, je vais juger certaines choses. Je vais dire que ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'aurais dû le faire, ça j'aurais pas dû le faire. Et que si je fais confiance à pourquoi est-ce que la vie m'a traversé de cette manière, j'accéderai à une vie beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, que si je suis rigide avec ce que j'ai décidé, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et je dirais que la plus grande leçon, c'est de cesser d'avoir... Je me suis beaucoup construit à travers la volonté et ça m'a beaucoup aidé. J'étais sportif de haut niveau, c'est nécessaire dans le sport de haut niveau. Tu peux pas dire je vais faire un match et puis je vais me laisser guider par la vie pendant ce match. Ouais. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Après, j'ai voulu gagner beaucoup d'argent, j'ai voulu être entrepreneur et tout, et j'avais besoin de cette volonté. Mais cette volonté, elle m'a permis d'obtenir beaucoup de choses, mais elle m'a pas rendu profondément heureux. Et je crois que ma leçon de ces dernières années, c'est laisse-toi surprendre et écoute. Laisse-toi surprendre, écoute. Et même si ça rentre pas dans ce que ton mental avait décidé avec rigidité, laisse-toi toucher par ça et écoute ça. C'est trop intéressant et ça me fait un peu penser aux sessions de coaching qu'on fait ensemble et ce que j'apprends avec toi. Comment est-ce que tu as appris ça ? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, une histoire qui t'a permis de vraiment ancrer cet apprentissage plus profondément que dans le mental ? Parce que, tu vois, je pense que quand on vit une situation,
on l'apprend beaucoup plus profondément que dans le mental, alors qu'on peut le savoir mentalement, quoi. J'en ai une là qui est brûlante, mais je peux pas la partager. C'est vrai, merde. Je sens qu'elle me met les larmes aux yeux, mais là j'en ai une. Je pourrais la partager probablement dans quelques mois. Ok. Mais un truc où je suis en conflit à l'intérieur, je me dis putain, tu devrais pas avoir ce conflit. Et finalement, j'en parle à la personne et ça laisse émerger une opportunité de malade que j'aurais jamais imaginé, mais non, en fait, dont je rêvais tellement au plus profond, je m'attendais pas à cette forme. Mais c'est probablement un des plus gros rêves de ma vie. Donc, incroyable. Ça me rend trop curieuse, là. Ça me rend trop curieuse. Ouais, je pourrais peut-être te la partager en privé. Ok, trop cool. Une autre, du coup... je dirais que c'est tous les moments où j'ai suivi quelque chose sur lequel les gens me disaient que ça n'avait pas de sens. Je pense, par exemple, à la relation que j'ai avec ma chérie aujourd'hui, qui est sur le papier pas du tout la relation que je devrais avoir, dans le sens où elle a des enfants, elle est plus âgée que moi, elle vit en Suisse. Toutes ces choses-là où même ma famille a essayé de me mettre en garde en me disant mais Julien, t'es sûr que tu fais pas une erreur parce que si elle a des enfants, c'est tout ça et tout. Et dans mon cœur, je savais que c'était elle, tu vois. Et ça a été... Tu vois, il y a des moments où t'as un appel, t'as un message et tu sens que c'est ça. Et dans ces moments-là, tu peux pas continuer à faire comme tu faisais avant. Ouais. C'est vrai. Et c'est toutes ces choses-là qui sont des virages qui n'ont pas de sens pour les autres, mais qui en ont beaucoup pour mon cœur. Et c'est ce que j'ai pu découvrir, je pense, c'est vraiment cette idée que ce qui a du sens pour mon cœur ne peut pas être saisi et compris par les autres. Mais par contre, moi, je sais dans mon cœur. C'est trop intéressant. Franchement, c'est trop intéressant. Comment, justement, pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient être face à des situations dans leur vie pro, perso ou autre, où ils auraient tendance à suivre un peu ce que les autres leur projettent et ce qui est compréhensible pour les autres, comment est-ce que quelqu'un peut commencer à faire ce travail-là d'éveiller sa conscience sur ce qui est juste pour lui? Est-ce qu'il y a des signaux qui nous aident à voir ce qui est juste pour nous et justement ce qui n'est pas juste pour nous? Comment est-ce que toi, tu l'approcherais? Ouais, j'ai plein d'éléments de réponse par rapport à cette question. Le premier, c'est déjà de se calmer. Tu vois, parce que quand tu es agité, quand tu as peur, quand tu es insécure, c'est dur de discerner qu'est-ce qui est de l'ordre de la peur, qu'est-ce qui est de l'ordre de ton cœur, qu'est-ce qui t'inspire vraiment. Donc, le premier message que j'aurais pour les gens, c'est de prendre le temps de se calmer, de se détendre, de respirer un peu, de regarder ce qu'il y a autour de soi et d'apprécier ça. Et ça paraît facile dit comme ça, mais je suis toujours assez surpris de voir le niveau de stress et de tension dans lequel beaucoup de gens vivent et à quel point ils sont déconnectés de leurs sensations. Parce que quand tu te reconnectes à ça, c'est pas un effort. Et d'ailleurs, mon terme, se reconnecter, je pense qu'il est pas adapté dans le sens où je crois pas qu'il s'agit de se reconnecter. Je pense qu'il s'agit de cesser de faire ce qui nous déconnecte. Comment tu le différencies ? En fait, se reconnecter, c'est comme s'il y avait un effort pour se reconnecter. C'est comme si ta sagesse interne, ta sagesse du cœur, elle était partie. Alors qu'elle n'est pas partie. Elle est juste... c'est comme si tu as mis plein de choses autour et qu'il s'agit plutôt d'enlever tout ce que tu as mis autour. C'est comme si tu avais dans ta pièce, là, tu as un énorme bordel, tu as mis plein de vêtements et tout au-dessus. Et si tu enlèves tous ces vêtements, tu vois qu'il y a un joyau en dessous de ces vêtements, tu vois. Juste, ça me fait penser à une citation que j'adore de Rumi. Ouais, tu connais. Je l'avais. Ah, incroyable, ce que tu dis, c'est exactement ça. Ta tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais d'enlever toutes les barrières que tu as mis envers cet amour. Exactement, qui t'empêche de le ressentir. Ouais. C'est ouf. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, je dirais que l'environnement est essentiel. C'est-à-dire que une de nos plus grosses peurs, et je crois pas que tu puisses complètement l'éradiquer, c'est d'être seul, de ne plus exister aux yeux des autres, parce que si tu es seul, tu meurs, et ça fait partie de notre cerveau reptilien et de toutes ces choses-là. Donc, tu vas pas pouvoir l'éradiquer, donc il faut savoir jouer avec. Et il faut savoir créer un environnement dans lequel la priorité,
c'est de vivre une vie en alignement avec ton cœur. Puisque si tu vis dans un environnement où la priorité, c'est de faire beaucoup d'argent ou de gagner le jeu du statut social, tu vas jouer ce jeu. Parce que tu en as besoin pour être accepté, pour toutes ces choses-là. Donc, l'environnement va être essentiel et c'est un choix que je fais chaque année de me demander, tu vois, au début de l'année, enfin depuis 2 ans, c'est depuis 2 ans et je vois à quel point ça a changé ma vie, depuis 2 ans, de me demander avec qui est-ce que je veux être ami cette année et d'être ultra intentionnel là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des podcasts, moi, c'est pour me faire des amis. Ouais, j'adore, mais c'est vrai, c'est un bon moyen de se faire des bons amis en plus. Hein. C'est que dit comme ça paraît bizarre, mais c'est pour me faire des amis. Et c'est vraiment pour me faire des amis et c'est vraiment pour accéder aux gens qui m'inspirent. Au début de l'année, je me demande c'est qui les gens qui m'inspirent, c'est qui les gens que je veux rencontrer, c'est qui les gens qui me touchent profondément, pas où je me minimise, mais ceux qui éveillent cette part de moi. Puisque je crois que c'est une question toujours de qu'est-ce que tu nourris? Est-ce que tu nourris la part qui veut plus d'argent, qui veut plus de followers? Et j'ai rien contre ça, mais est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Et c'est pour ça aussi que, tu vois, dans mon podcast, j'ai aucune régularité. J'ai aucun nombre, j'ai aucune de ces notions-là, puisque je veux que l'élan derrière mon podcast, ça reste créer les connexions sociales qui me nourrissent profondément. Et donc l'environnement va être essentiel. Et ensuite, je pense qu'il y a un moment donné aussi où ton travail sur tout ce que tu as stocké dans ton subconscient jusqu'à maintenant, qui crée tes peurs aujourd'hui, est essentiel, puisque sinon tu continues à être dirigé par ça. C'est comme un ordinateur. Je sais pas si tu avais un Windows, toi. Tu as eu un Windows à un moment donné? Je crois que j'en ai eu au tout début des ordis, je pense. Hein. C'était au tout début. Ok. Est-ce que ça t'est arrivé des fois que ton ordi rame? Ah oui, complètement. Ok, tu faisais quoi quand il se mettait à ramer? Je pétais un câble, je tapais dessus, je disais vas-y, je fonctionne. Et après? Ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc pour que ça marche, tu faisais quoi? Je l'éteignais, je crois. Ah, donc toi, t'es catégorie bourrin. Ok. Je crois que je l'éteignais, je le rallumais. Ok, il y a des gens qui ont un autre fonctionnement. Théoriquement, sur Windows, t'avais une touche magique qui s'appelait CTRL-ALT-SUPPRIME. Tu te souviens de ça ou pas? Non, je me rappelle pas. Ok, en fait, sur Windows, quand tu fais CTRL-ALT-SUPPRIME, tu te rends compte que même s'il n'y avait pas de fenêtre d'ouverte, il y avait 12 programmes qui travaillent en arrière-plan. Et ça te permet d'enlever les programmes qui tournent en arrière-plan. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, dans ta vie, c'est important de faire un CTRL-ALT-SUPPRIME sur ta vie et de regarder qu'est-ce qui me dirige aujourd'hui. C'est quoi les peurs, les hontes, les culpabilités qui datent peut-être d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, qui me dirigent aujourd'hui, parce que tant qu'elles sont là, c'est pas moi qui dirige. C'est l'animal qui a peur de revivre ce qu'il a vécu à un moment donné, qui s'est créé un espèce de personnage pour cacher tout ça. Donc je pense que ça va être un élément essentiel. Et le dernier élément que je vois qui me semble essentiel, c'est de nourrir aussi ta vision, puisque je vois toujours nos choix comme une balance entre d'un côté la peur et de l'autre l'inspiration. Et tu peux travailler sur tes peurs, qui va diminuer le poids de ces peurs, ou tu peux travailler sur l'inspiration et augmenter l'inspiration, et même si tu as peur, tu vas quand même le faire parce que tu es inspiré, tu es touché par le truc. Et c'est toujours une balance entre les deux, et donc je pense qu'il est sage de travailler sur les deux, parce qu'à certains moments dans ma vie, j'avais beau avoir peur, l'inspiration était tellement grande que ça me touchait et je me suis laissé dépasser par ça, et même si j'avais peur, je l'ai quand même fait, tu vois, pas à travers une force, pas à travers la force ou quoi, mais à travers je peux pas faire autrement. Je sais que c'est ça que je suis destiné à faire dans ma vie et je vais le faire. Peu importe la peur. Donc, je pense que ce quatrième élément, il est aussi très essentiel de se connecter à l'inspiration à travers différentes formes. Par exemple, pour certains, c'est d'aller dans la nature. Pour d'autres, c'est d'écouter certaines personnes. Pour d'autres, c'est d'écouter certaines musiques. Pour d'autres, c'est de méditer. Pour d'autres, c'est de partir en voyage dans un magnifique hôtel. Voilà. Mais en tout cas, identifier, tiens, c'est quoi les choses qui me connectent à l'inspiration? Pour certains, c'est d'écrire. Moi, je sais que me laisser des flots d'écriture m'aide vraiment à clarifier tout ça. Et donc, comment est-ce que dans ma vie, je mets en place des choses qui me connectent à cette inspiration pour pas m'en déconnecter et rester tellement connecté à ce qui me touche que même quand la peur, la culpabilité, la honte, la comparaison m'appellent, en fait, ce truc-là, j'y suis tellement connecté, c'est tellement important pour moi que je peux pas faire autre chose. C'est trop, ouais, je suis tellement d'accord avec ce que tu partages. Et je me demande,
À quel moment, toi, t'as commencé à voir que t'étais plus dirigé par l'animal en toi que par la part de toi qui est inspirée et qui est... tu sais, on parle de push and pull et Ouais. qui... Ouais, c'est une bonne question. J'ai ce mot qui vient d'un de mes mentors, à qui j'avais posé une question en 2020. Il venait intervenir dans un de nos séminaires. Et puis, il nous raconte que lui, aujourd'hui, je sais pas, il avait peut-être un truc comme 8 boîtes qui faisaient entre 100 et 500 cas par an. Et moi, j'étais dans cette époque de... tu dois avoir un seul produit, si tu veux arriver à cette chiffre le plus rapidement possible, une niche, un problème, un avatar, un produit, toutes ces choses-là. Et du coup, je me dis, putain, mais il est con. Il est con d'avoir 8 boîtes qui font entre 100 et 150K, 100 et 500K. Et s'il mettait toute son énergie, il pourrait faire 7 chiffres. Et je lui pose la question, du coup, je lui dis, mais pourquoi tu mets pas toute ton énergie dans une boîte? À partir de quand est-ce que tu détermines que c'est le moment d'arrêter de la pousser et t'en recréer une autre? Et je me souviendrai, je crois, toute ma vie de sa phrase, de sa réponse. Il me dit, pour moi, la réponse, elle est simple, Julien. J'arrête when it's not fun anymore. Ah, c'est trop... Au moment où c'est plus fun, j'arrête. Et je trouve ça inspirant de voir les choses comme ça. C'est tellement simple dit comme ça. C'est simple et c'est tellement puissant en vrai, tu vois. C'est tellement intéressant. Ouais. When it's not fun anymore, j'arrête. Et alors, dans une culture capitaliste et toutes ces choses-là, on va te dire, oui, mais non, mais tu n'extrais pas toutes les ressources que tu pourrais extraire de ce business. Oui, d'accord, mais si j'extrais plus de ressources, quelles ressources à l'intérieur de moi est-ce que je suis obligé d'extraire si je veux aller extraire toutes les ressources à l'extérieur? Et je peux donner ma réponse. C'est que pour aller extraire tout ce que je pouvais extraire des business que j'ai eus auparavant, j'ai extrait mon âme, en fait. La ressource intérieure que j'ai échangée, c'est mon âme, c'est mon cœur, c'est la sensation de continuer alors que je sens au fond de moi que c'est plus fun, en fait. C'est plus ce que j'ai envie. Et si tout le monde autour de toi fait ça, te dit, bon, c'est normal. C'est ça, il faut pousser l'entrepreneuriat. Et je me souviens que pendant 2020, 2021, j'ai plein de fois cette phrase dans ma tête où je me dis, en fait, j'ai envie de tout arrêter, de virer tout le monde et juste d'être tranquille. Et à ce moment-là, je le regarde en me disant, c'est une croyance limitante. Parce que j'ai toutes ces pensées qui me viennent de mon environnement et qui me disent, non, tu dois pousser, tu dois avoir une équipe et tout. Et au fond, quand je le regarde avec le recul, c'était mon intuition qui me disait, pas forcément de virer tout le monde, mais qui me disait, si c'est pour le faire de cette manière, ça vaut pas le coup de continuer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser à mes challenges du moment et au fait que cette réponse qu'il t'a donnée, elle est vachement puissante en fait. C'est tellement vrai, mais si quelque chose t'anime pas ou est pas fun d'une manière ou d'une autre et que tu te sens dans l'obligation de le faire et que justement tu pousses, c'est probablement que comme tu dis, soit tu le fais pas de la bonne manière ou peut-être que c'est pas le truc que t'es censé faire, quoi. C'est ça. Et tu vois, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, un concept qui a vraiment changé mon regard sur la psychologie. Ouais. C'est cette distinction qui vient de John de Martini entre l'instinct, l'impulsion et l'intuition. Ce que on m'avait appris jusqu'à ce que je découvre les travaux de John de Martini, c'est que si tu as une phrase qui te dit « Non, mais c'est trop beau pour être vrai, cette relation, elle est trop belle pour être vraie, ce business, c'est trop beau pour être vrai, ou ces trucs-là », c'est que c'est une croyance limitante, tu dois la dépasser. En tout cas, c'est ce que j'avais appris, c'est que tu es en train de te saboter. Et ce que j'ai appris chez John de Martini, c'est justement l'idée que il y a 2 parts de toi, et ces 2 parts de toi vont donner lieu à trois énergies. La première part de toi, c'est l'animal. L'animal qui a pour but de survivre. Et pour survivre, il a appris quoi? Il a appris qu'il faut se rapprocher de la proie, il faut capturer la proie dès qu'on en voit une. Et la proie, c'est associé à tout ce que je perçois comme ayant plus de positif que de négatif. Et m'éloigner du prédateur.
qui est associé à tout ce que je perçois comme ayant plus de négatif que de positif. Je dis bien ce que je perçois, parce que c'est pas parce que je perçois plus de positif que de négatif qu'il y a plus de positif que de négatif. Et donc, lorsque je vois une opportunité, lorsque je vois un business, lorsque j'ai un objectif, lorsque je rencontre, si je suis célibataire, lorsque je rencontre une femme, je vais avoir l'animal en moi qui a une impulsion d'aller vers et qui va me dire « Ah putain, c'est la femme de ta vie, elle n'a aucun défaut, elle est incroyable, tu vas voir, elle est parfaite, elle est géniale, tout va bien. » Et en fait, mon intuition à ce moment-là va venir me souffler tout ce que je ne vois pas à propos de cette femme. Et souvent, dans le monde du développement personnel, on va nous dire que cette voix-là qui me dit « C'est trop beau pour être vrai, hey, t'es sûr qu'il n'y a pas un petit hic avec tout ça ?» En fait, cette part-là, c'est mon intuition, qui est... Intuition, ça veut dire inner knowing, donc le savoir à l'intérieur. Et cette intuition, le savoir à l'intérieur, elle sait qu'il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients chez quelqu'un, toujours autant de positifs que de négatifs chez quelqu'un. Et cette intuition va constamment venir me souffler ce que je ne veux pas voir consciemment pour me ramener à l'équilibre et pour me souffler le fait qu'il y a des inconvénients à ça. Et donc, quand j'ai un fantasme autour de faire des millions, par exemple, sur un business, ou d'avoir une grosse équipe, quoi, mon intuition va me dire, t'aurais pas envie de virer tout le monde? Pour me laisser savoir que je suis en train de poursuivre un fantasme et que ce fantasme, il n'est pas complet. Il me manque des informations. De toute façon, dès lors que tu crois que quelque chose va t'apporter plus d'avantages que d'inconvénients, c'est qu'il te manque des informations. Et dès lors qu'il te manque des informations, ton intuition va te souffler les informations qui te manquent. C'est très vrai, ouais. Et à partir de ce moment-là, quand tu es dans cette position-là où tu commences à prendre conscience que tu n'es peut-être pas pleinement aligné avec ce que tu fais, comment est-ce que tu réussis à actionner ça? C'est-à-dire, comment est-ce que tu réussis maintenant à... Je pense, tu vois, à des gens qui nous écoutent et qui sont dans une situation, peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être que c'est un business, un job, peu importe, et ils sont dans une situation où l'intuition, elle commence à devenir de plus en plus forte. Tu vois, ils l'ont pas écoutée pendant un moment et ça commence à devenir tellement fort que ça prend beaucoup de place. Mais ils ont peur des conséquences, ils ont peur de ce que les autres vont penser peut-être. Comment est-ce que tu approcherais cet espace-là où on est face à cette décision qu'on doit prendre, mais qu'on a peur de prendre? Ouais. La première chose, je dirais que c'est important de savoir quelle est ma boussole. Qu'est-ce que je veux au fond? Et de clarifier, c'est quoi l'expérience que je veux faire? Tu vois, t'as nommé le couple, le business, tout ça. Mais si j'essaie de faire un changement sans savoir au fond ce que je veux faire, c'est compliqué, ça va pas le faire. Donc, la première chose, c'est quoi l'expérience que je veux faire au quotidien? C'est quoi ma North Star, tu vois, mon étoile du Nord? C'est quoi vraiment mon but? Et au-delà, tu vois, des formes, c'est quoi le fond? Parce que la forme, elle peut changer. La forme, par exemple, c'est les gens vont dire oui, moi je veux de l'argent, moi je veux être écouté, moi je veux être entendu, je veux. Mais ça c'est des formes en fait. C'est pas ce que tu veux vraiment. Et c'est important de creuser. Quand je dis par exemple, je veux de l'argent, qu'est-ce que je veux vraiment derrière? Et pour que ça soit encore plus concret, si tu veux, tu peux me donner un truc que toi tu me dis que tu veux? Moi, disons que moi, je veux gagner beaucoup d'argent. Ok. Pourquoi tu veux ça? Parce que je veux sentir... en fait, c'est un sentiment que je veux. Je veux le sentiment de ne pas avoir de contraintes et de ne pas être subordonnée aux décisions de quelqu'un d'autre, pour moi et pour ma vie et pour mes proches. Ok. Donc tu veux te sentir libre? J'ai envie de me sentir libre, ouais. Ok. C'est ça que je veux. Ok. Donc ça, c'est ce que tu veux vraiment déjà. Ouais. Tu vois? Et c'est différent de dire je veux de l'argent ou je veux me sentir libre. C'est vrai. Parce que l'avantage, c'est que te sentir libre, tu peux le faire maintenant. Ouais, c'est vrai. Sous une forme différente. Et c'est le paradoxe, c'est que si je me dis il me faut 10 millions pour me sentir libre, je me suis créé moi-même une prison. Ma prison et le fait de me sentir contraint aujourd'hui. Et donc, c'est tout le paradoxe, c'est que
en me créant cet objectif, je me suis créé ma prison. C'est trop vrai. Parce que j'ai oublié ce que je voulais à la base. Ouais. Et, vas-y. En fait, c'est trop intéressant parce que ça me fait penser à une pensée que j'ai eue hier soir, où je me disais, en fait, quand on veut la validation des autres, quand on veut avoir du pouvoir sur les autres, être reconnu, avoir beaucoup d'argent, etc., on recherche une forme de pouvoir sur les autres et on se rend pas compte que paradoxalement, ils ont encore plus de pouvoir sur nous qu'on en a sur eux finalement, parce que on crée ce cycle de dépendance envers eux en fait, j'ai tellement besoin de ressentir ce pouvoir envers les autres que je m'emprisonne dans le fait de gagner plus, de faire plus, de machin. Et du coup, c'est eux qui ont plus de pouvoir sur moi que... Enfin voilà, c'est juste, ça me fait penser à ça. Ouais, exactement. Donc, pour revenir à notre truc, tu vois, la première chose, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois, ok, je veux me sentir libre. Et là, est-ce que je me sens libre actuellement? Et une fois que j'ai identifié ce que je voulais et que j'ai évalué sur une échelle de 1 à 10, à quel point je me sens ça, je peux me demander qu'est-ce qui me permettrait de me sentir libre si j'évalue, je me sens libre à 6 sur 10, qu'est-ce qui me permettrait demain de me sentir libre à 8 sur 10? C'est une bonne question. T'as une réponse? Bah, tu sais quoi, moi je pense que ce qui m'aiderait à me sentir plus libre, c'est de me libérer de la croyance que je devrais être comme les autres, je pense. Ok. Donc, ouais. C'est super intéressant parce que du coup, tu as du pouvoir. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on en a du pouvoir sur ça. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment la comparaison aux autres et le fait de se dire, de me dire que c'est pas normal que je sois pas comme les personnes que j'admire, en fait. Ouais. Ça, c'est le truc qui me pèse le plus dans ma vie, je pense. Ouais. Ce truc de j'admire ces personnes-là, j'observe chez ces personnes des traits, des comportements, des actions que moi, je vois que j'arrive pas à avoir. Donc, je me sens... donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas normal chez moi et ça me pèse, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Vas-y, dis-moi. Je commence par laquelle? On commence par la mauvaise. Et la mauvaise? Ouais. C'est que t'es vraiment pas normal. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, peut-être. Exactement. C'est la bonne et la mauvaise. Parce que si tu regardes le mot normal, c'est être dans la norme. Ouais. Tu vois? Est-ce que j'ai envie d'être une statistique? Est-ce que j'ai envie d'avoir une vie dans la norme? Non, probablement pas. Et tu peux passer ta vie à essayer de devenir normal ou chercher à suivre ce qui est naturel. Et souvent, les gens confondent et font pas la distinction entre ce qui est normal et ce qui est naturel. Ce qui est normal, c'est ce qui ressemble à tout le monde. Ce qui est naturel, c'est ce vers quoi ton élan te guide, te dirige. Et moi, je veux une vie qui est naturelle. Je veux pas une vie qui est normale. Et je suis prêt à payer le prix de la normalité pour accéder à ce qui est naturel. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est ce qui est juste pour toi, en fait. Ouais, mais tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu dois choisir. Je dis souvent à mes clients, un peu avec un ton provocateur, c'est tu peux soit être quelqu'un de bien, soit te réaliser, mais pas les deux. Parce que être quelqu'un de bien, c'est répondre à ce que les autres ont décidé qui était quelqu'un de bien. Te réaliser, c'est répondre à l'appel de ton âme. C'est trop vrai. C'est trop, trop vrai. Mais alors, tu vois, moi, j'ai une question pour toi. La pensée que j'ai souvent eue, c'est de me dire, si j'admire quelqu'un, c'est que ce que j'admire chez cette personne, ça reflète quelque chose que j'ai en moi. Sinon, pourquoi est-ce que j'admirais cette personne, tu vois ? Par exemple, je sais pas, il y a plein de gens qui font des trucs qui peuvent être impressionnants, mais que j'admire peut-être pas, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on admire certaines personnes et pourquoi est-ce que dans notre admiration, dans un sens, on cherche à être comme ces personnes-là, à se calquer sur leur modèle à eux. Et si on les admire, est-ce que ça veut pas dire qu'à un certain niveau, il y a un effet miroir dans ce qu'on voit chez eux ? Pour être sûr que je comprenne, c'est quoi exactement ce que tu mets derrière l'admiration ? Donne-moi un exemple de quelqu'un que tu admires, tu vois, et comment tu sais que tu l'admires ? Ça signifie quoi pour toi ? Tu sais, alors justement, ces derniers temps, j'ai essayé de définir
l'admiration plutôt que l'inspiration. Et pour moi, être en admiration de quelqu'un ou de quelque chose, c'est... Ah, justement, c'est intéressant, ok. C'est intéressant parce que je me rends compte que du coup, j'ai un peu répondu à ma question. Mais admirer quelqu'un, c'est pour moi voir chez l'autre quelque chose qu'on est persuadé de ne pas pouvoir faire nous-mêmes. Ok. Donc, si j'admire quelque chose chez toi ou chez quelqu'un d'autre, je me divise de toi et j'ai le sentiment et la perception que ce que tu fais, je serais incapable de le faire. Et donc, ça te place automatiquement à un niveau supérieur sous une certaine forme. Et donc, je pense que ça crée un sentiment d'impuissance chez moi, enfin d'infériorité que j'ai envie de combler et j'ai envie de... Ouais, je pense que c'est ça. Ok, je comprends. Et l'inspiration ? L'inspiration, pour moi, c'est justement c'est ce truc de je reconnais chez toi quelque chose que j'ai à un certain niveau, mais que j'ai pas encore exploré, que j'ai pas encore matérialisé. Et le fait de le voir chez toi, ça me rappelle une vérité qui est que je l'ai aussi. Et ça me donne le courage ou la force ou l'élan de le faire. Ok, je comprends. Et quel est le genre de truc, par exemple, donne-moi un truc que t'admires, tu vois, qui est pas justement qui est différent de ce qui t'inspire, un truc que t'admires chez quelqu'un. Que j'admire, ça peut être quelqu'un qui réussit à gagner énormément d'argent, par exemple. Ok. Qui réussit à, je te dis par exemple, l'idée une grosse équipe, gagner beaucoup d'argent, tout en réussissant à construire un business qui a l'air en tout cas d'avoir de bons résultats, etc. Ça, c'est quelque chose que je peux... C'est rigolo parce que ce que tu admires, cette personne-là, elle a rien de quelqu'un de libre. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc... Mais attends, ouais, ok. Ok, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je pensais à quelqu'un qui m'inspire. Bon, il y a pas mal de personnes qui m'inspirent. Mais l'autre jour, j'étais sur Instagram et je regardais le compte d'une fille que je suis depuis quelques temps, puis quand même peut-être 2-3 ans. Et cette fille, elle m'inspire beaucoup. Mais justement, tout son branding, tout son truc, c'est en gros... en fait, c'est soit libre, en fait. Construire un business où tu peux impacter tes clients, utiliser ta passion, ce que tu aimes faire, tout en vivant ta vie, en fait, en voyageant ou en faisant ça, ou fais tes choix et en même temps, et de l'impact et machin. Et ça m'inspire vachement. Je me pose une question, du coup. Ouais. À la lumière de ça, de quoi les gens que tu admires t'informent ? Je pense de ce que j'ai le sentiment de manquer, peut-être. Non, je crois pas. Ah ouais ? Moi, dans ma lecture, tu veux que je te donne ma lecture ? Vas-y. En fait, ma lecture, c'est que si je reprends ta définition, les gens que tu admires, c'est les gens qui ont quelque chose, qui font quelque chose que tu n'es pas capable de faire, que tu ne te perçois pas capable de faire. Du coup, au moment où tu mets ton attention sur ces gens qui t'admirent, est-ce que ça te montre pas que tu es en train de mettre ton attention au mauvais endroit ? Dans le sens où, à côté, il y a plein de gens qui t'inspirent et qui te permettent de révéler chez toi ce que tu as profondément envie de faire et que tu sais que tu peux faire. Ouais, complètement. Mais je pense que les gens que j'admire, ils appuient beaucoup plus sur la honte que j'ai déjà en moi. Et du coup, je pense que ça prend plus de place parce que ça appuie plus sur la honte que sur l'amour, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Et maintenant que tu vois ça, t'as quel pouvoir tout de même ? De choisir. Entre les deux, je pense. Ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu comprends là, juste sur l'admiration et l'inspiration ? L'admiration, je pense que c'est relié à la peur, à la honte. L'inspiration, je pense que c'est beaucoup plus relié à l'amour. Ok, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait voir que c'est une dynamique que vous créez à deux. Dans le sens où les gens qui t'admirent, que tu admires et qui te connectent à la honte, à ta honte, tu vois, à ton manque, à ta minimisation, ont le désir inconscient aussi de faire ça. Ouais,
Exactement. Mais pourquoi ils ont le désir inconscient aussi de faire ça? Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ont honte aussi. Ouais. Et tu sais, c'est vraiment un jeu de hiérarchie où tu as... c'est un jeu animal, de domination. Complètement. Ces gens-là ont été dominés, donc ils vont dominer les autres, ce qui va appuyer sur la honte et la culpabilité. Dans tous ces autres, il y en a qui ont besoin de redominer. Et voilà. Et ça s'appelle une pyramide, ce qui est ni bien ni mal, mais ça remplira jamais ton cœur, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est une super définition que tu donnes, qui est une meilleure définition que ce que j'aurais pu donner grâce aux réponses à tes propres questions. Et j'aime, en fait, j'adore, je pense que c'est une meilleure définition. J'adore ce que tu as mis, tu vois, cette idée de... En fait, moi, de ce que je comprends et ce que ça me fait en miroir quand tu me dis ça, c'est... ah ouais, en fait, l'inspiration, ça me révèle ce qui me touche profondément et ce que j'ai vraiment envie d'être. Et ça me donne des indications sur ma direction. Exactement. Alors que l'admiration, ça me donne au contraire des indications sur ce que je me demande d'être, qui n'est pas moi et qui est maltraitant pour moi. Complètement, c'est exactement ça. Et c'est intéressant de prendre conscience de ça, je trouve. Ouais, parce que maintenant que je le sais, je peux m'en servir, tu vois, au quotidien et le reconnaître au moment où ça s'active chez moi. Ouais. Et ça me fait penser à une pratique que j'ai que j'ai entendue chez David Laroche pour la première fois et que j'ai réentendue chez John de Martini après, en 2016, qui est le fait de ne jamais laisser un moment qui te met les larmes aux yeux. Pas d'admiration, parce que t'as pas l'admiration, tu te minimises, t'as pas les larmes aux yeux. Mais un moment qui te met les larmes aux yeux, de ne jamais le laisser passer sans l'écrire. Et j'ai une bibliothèque aujourd'hui d'inspiration, et je la reprenais hier parce que je voulais rechercher une vidéo qui m'avait touché. Et je la regardais et je me disais, waouh, c'est dingue de voir, je crois que j'ai peut-être des milliers de moments dans ce truc. Wow. Et je peux voir le pattern commun derrière tout ça, que je voyais pas au début. Tu sais, c'est comme... intéressant. Ouais, tu vois pas le pattern sans ça. Et c'est quoi le pattern que tu vois? Moi, le pattern, c'est... Ce qui me touche, c'est lorsque je vois des gens se laisser toucher par le pouvoir de l'amour. Et je peux l'avoir dans... En tout cas, il y a une force à un moment donné qui les traverse et qui les dépasse et qui les font aller au-delà de leur ego. Et ça peut être dans le sport, tu vois. Ça peut être... moi, j'ai cette vidéo que tu connais peut-être qui met les larmes aux yeux à chaque fois que je la vois, ce 4x400 chez les femmes je crois que c'était en championnat d'Europe. Tu vois pas cette vidéo? Non. Elle est incroyable, je te la montrerai après. On pourra la mettre au montage à la limite. Ouais. C'est Floria Gay qui est... elle est tellement loin, à 150 mètres de l'arrivée, mais elle est à 10-15 mètres, à 150 mètres de l'arrivée des trois premières. Et t'as le commentateur qui dit non mais là c'est terminé, elle reviendra pas. Et tu la vois qui commence à remonter, et finalement elle gagne. Et au moment où elle gagne, c'est incroyable, même elle réalise pas. Qui est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer les C'est monstrueux. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Et après, tu as le commentateur qui est touché par ça et qui dit « Elle l'a fait pour Muriel, elle l'a fait pour Muriel ». Et Muriel, c'était sa compatriote qui pouvait pas courir, qui s'était blessée, alors que ça faisait partie de ses objectifs et tout ça. Et au moment où elle se connecte justement au-delà de juste ma petite course, je le fais pour nous, pour tout ça. Ouais, c'est trop beau, j'adore. Je te montrerai la course. J'aimerais trop, j'adore, je trouve ça... C'est vrai qu'en plus, dans le sport, je trouve qu'on peut voir des moments comme ça incroyables d'amour et de connexion. Ouais. Et je peux l'avoir, tu vois, autant dans le sport. Au début, je comprenais pas pourquoi est-ce que... Je me disais, est-ce que ça veut dire que je dois faire du 4x400 ? Et en fait, non. Mais au début, tu es attaché à la forme parce que tu vois pas le pattern derrière. Et je me disais, putain, est-ce que je dois faire du 4x400 ? Puis après, j'ai une scène, par exemple, que j'ai vue récemment, là, qui me revient, dans une série où, en fait,
pendant les 6 premiers épisodes, tu te dis, putain, le dealer de drogue, c'est vraiment un enculé. C'est vraiment un enculé, tu vois, il frappe tout le monde, comme dans les films avec les trafiquants de drogue, tu vois. Et puis, à un moment donné, il est dans la voiture avec une flic, ou je sais plus, qui la juge, tu vois, et il l'a séquestrée, machin. Et elle lui dit, mais pourquoi tu fais ça? T'en as pas marre de faire tes conneries? Et là, le mec que t'avais vu sans émotion, droit, dur, dans toute la série, il perd ses moyens et il commence à s'énerver. Tu vois qu'il a les larmes aux yeux, il a tout ça. Et il dit, parce que tu crois que t'es mieux, toi? Tu sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand t'as 12 ans et que t'as ta mère qui est obligée de faire la pute pour ramener à manger à tout le monde et pour remplir le frigo, t'as pas le choix. Et au moment où il dit t'as pas le choix, tu vois, et qu'il a les larmes aux yeux, je comprends en fait. C'est que derrière ça, il y a l'amour pour sa famille, il y a l'amour pour ses frères et sœurs, il y a cette responsabilité pour tout ça. Et tu peux plus juger ça. Et moi, c'est ce qui me touche, c'est que quand tu comprends l'histoire d'une personne, c'est impossible de la juger. C'est trop vrai. C'est juste parce que tu crois être mieux, parce que t'as juste pas eu la même histoire de cette personne. Et au moment où tu cesses de croire d'être mieux et que tu t'es touché par la personne, t'as juste de l'amour pour elle. Et ça change une vie, en fait, de regarder les choses comme ça. Et moi, ce qui me touche, tu vois, c'est de découvrir quel est l'ordre derrière toutes ces choses qui peuvent paraître être des mauvaises choses. C'est quoi l'ordre? Parce qu'il existe toujours. C'est trop... C'est très beau ce que tu dis. Et tu sais, ça me fait penser à... Tu l'as vu, le documentaire de Tony Robbins? Ouais. Est-ce que Nature Gros. Ouais. Est-ce que tu as vu à un moment le switch entre... pendant presque tout le début jusqu'à une scène spécifique avec une fille. Avec la fille. Ouais. Tu sais, il est dans son show et tout. Il est un peu dans un personnage et tout. Ouais. Et au moment où cette fille elle commence à parler, je pense que c'était une des premières fois où je le vois vraiment être lui-même. Enfin, c'est difficile de dire que c'est lui-même, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il enlève toutes ses barrières, tout son show, et tu vois une vraie connexion. Ouais, j'ai vu, il m'a beaucoup touché à ce moment. Et ce qui m'a touché aussi, c'est derrière, dans l'interview, tu sais, on lui demande « Qu'est-ce qui se passe pour vous au moment où elle vous raconte cette histoire ?» Et il dit « Je sais pas, en fait, je sais pas ce que je fais. Juste, je suis touché, je me dis je vais l'aimer, tu vois. » Et je trouve ça tellement beau. C'était trop beau, ouais. Franchement, c'est une trop bonne idée d'écrire ces moments-là. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça comme ça, ouais. Putain. Ouais, c'est ouf. Je te jure, moi je l'ai là. Et Tu les écris sur ton téléphone? Ouais. Moi, c'est une bonne idée de faire ça et comme ça. Et en fait, je l'écris sur mon téléphone et j'ai un tag. Tu vois, des fois, je les ordonne pas et tout parce que j'écris des notes. J'ai un tag qui s'appelle #tears, tu vois, genre larmes. Et je sais que ces choses-là sont des choses où quelque chose de ma mission se révèle. Et donc, j'ai une liste, tu vois, si je regarde. Wow. Ouais, tous ces moments, c'est des moments séparés. Hein. C'est ouf. J'ai des images, j'ai des machins. C'est ouf, tu vois. Mais c'est trop intéressant. Ça, c'est depuis 6 ans. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est ouf, énorme. Non, mais tu sais que tu peux en faire un livre. C'est énorme. Je vais en faire un livre, carrément. Et ouais. C'est trop beau. Et je trouve que ça fait un bon lien avec le sujet de la mission, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on a tous une mission, ou est-ce que tu penses que peut-être que notre mission, elle peut changer au fur et à mesure du temps? C'est quoi ta vision sur... J'ai l'impression qu'on peut se mettre beaucoup de pression sur le fait de trouver sa mission et son truc, etc. C'est quoi ta vision, toi, de ça? Surtout, je pense que la plus grosse pression, elle est que les gens le mettent sous une forme, dans le sens où ils voient leur mission comme une forme donnée, et s'ils ne sont pas persistants et persévérants sur cette forme, ils se disent « Putain, je suis en train de passer à côté de ma vie, je m'étais trompé sur ma mission et tout », alors que ta mission, elle n'est pas une question de forme, elle est une question de qu'est-ce que tu fais derrière, qu'est-ce qui touche derrière. Et en fait, pour moi, tu vas aller de forme en forme. Tu vas aller de forme en forme dès lors que tu en trouves une plus efficiente. Donc, par exemple, pour moi, pendant longtemps, ça a été le business, et puis il y a un moment donné où c'était plus la forme la plus efficiente. It wasn't fun anymore, tu vois. Et du coup, la forme a évolué, et je pense que c'est ça. Et je pense que
on parle souvent de trouver sa mission et je pense qu'on sous-estime aussi le fait de créer sa mission. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, tu vois, ta mission, pour moi, une véritable mission, tu peux voir que tu la réalises à chaque instant. Sinon, c'est que tu es rigide dans une forme, mais ce n'est pas une mission. Tu vois, si tu dis, ma mission, c'est d'aider les gens c'est d'aider mes enfants à réussir leurs études. En fait, tu es sûr de souffrir avec une mission comme ça. Pour une raison, c'est que le jour où ils ont fini leurs études, tu fais quoi? Tu es déprimé. Et c'est pareil c'est pareil à partir du moment où tu mets une mission qui est figée, tu vois, dans le business, dans tout ça, c'est que tu es dépendant de l'extérieur dans cette mission. Et pour moi, une véritable mission, elle est intrinsèque. Ce qui veut dire qu'elle ne dépend pas de l'extérieur et tu peux la remplir à chaque instant. Et c'est là que la magie de la vie peut commencer. C'est au moment où tu as cessé de mettre une forme extérieure à ta mission et tu l'as designée et surtout tu l'as reconnue sous une forme qui ne dépend que de toi. Par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que ma mission, c'était d'aider les gens à créer un business qui les inspire. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ma mission, elle est de... La manière dont je la définis, c'est be aware, recognize and share the perfection of the universe. Et quand je le définis comme ça, je peux le faire dans ma famille, je peux le faire dans le taxi, je peux le faire dans le studio, je peux le faire avec toi, je peux le faire dans mon business, et je peux le faire de toutes les manières possibles. Et pour moi, c'est ce qui est beau là-dedans et c'est ce qui donne du pouvoir. Parce que si on t'enlève du pouvoir, c'était pas le but. Ouais, c'est vrai. C'est trop intéressant la manière dont tu le définis. Et pour beaucoup de gens, en fait, leur mission, la notion de mission de vie leur a enlevé du pouvoir. Ouais. Alors qu'avant, ils étaient très heureux. Et puis, un jour, ils ont écouté une vidéo sur la mission de vie. Et ils ont commencé à se comparer en se disant, j'ai pas la même mission de vie que cette personne que j'admire. Donc, je me compare. Donc, j'ai honte. Et au final, leur vie est plus pauvre qu'avant. Ouais, c'est ça. Et moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'un arbre, il a besoin de connaître sa mission pour réaliser sa mission? C'est trop vrai. Et du coup, ça me paraît un peu arrogant de croire que tu réalisais pas ta mission avant de t'intéresser aux notions de mission de vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sagesse dans toutes ces périodes-là. Parce que l'arbre, il n'a pas besoin d'avoir fait des exercices sur la mission de vie pour réaliser sa mission de vie, qui est de pousser dans la direction de la source de lumière la plus efficiente. Et je crois que ça nous donne une bonne métaphore aussi pour notre mission à nous. C'est-à-dire que si on regarde la mission d'un arbre, la raison d'un arbre, c'est de pousser dans la direction dans laquelle il va avoir la meilleure source de lumière. Et au moment où certaines branches sur un arbre commencent parce que l'environnement a changé autour de lui, certaines branches du coup commencent à ne plus être éclairées par la meilleure source de lumière, il va accepter de laisser tomber certaines branches pour se développer plus dans la direction là-bas parce qu'il y a une meilleure source de lumière là-bas, de par l'environnement dans lequel il est. Et je crois que c'est la même chose pour notre vie. Notre seule mission, c'est de pousser dans la direction qui est la meilleure source de lumière pour nous. Et la source de lumière pour nous, c'est ce qui nous met en joie, ce qui nous remplit profondément, là où on a les yeux qui s'écarquillent, on a les yeux qui pétillent. Ça c'est notre seule mission. Moi, je trouve ça trop vrai et c'est un bon moyen aussi de savoir avec un peu plus de justesse ce qui nous appelle, c'est comment est-ce que ça nous fait nous sentir et si ça nous donne un sentiment d'expansion, de joie, d'inspiration ou si ça nous donne plutôt un sentiment de contraction à l'intérieur. Exactement. Et notre mission, on peut la réaliser aussi, ce que je veux que les gens captent, c'est que notre mission, on peut la réaliser de deux manières, à travers nos perceptions et nos actions. Et notre mission, elle peut se réaliser si notre mission est d'aller vers la plus riche source de lumière pour nous, de pousser dans la direction de la plus haute source de lumière pour nous. Alors, ça veut dire que nos perceptions aussi ont une influence. Parce qu'on peut croire que c'est juste nos actions et du coup, en fait, j'aime faire du sport, donc il faut que je fasse plus de sport. Non, c'est aussi arriver à voir l'ordre dans tout le reste de ta vie et de voir en quoi est-ce que tout le reste de ta vie t'aide dans cette mission. Parce que sinon, t'es impuissant. Imaginons que ce soit le sport, t'as des limites physiques et du coup, t'as l'impression de ne pas réaliser ta mission les 22 heures où tu fais pas de sport, ce qui est très limitant pour ta santé mentale. C'est vrai. Alors que la réalité, c'est que
le reste est probablement au service de ta mission. Et j'aime cette idée que c'est autant réaliser sa mission que voir en quoi est-ce que tout le reste est au service de ma mission. Et à partir du moment où je vois ça, je vois que tout ce qui arrive est au service de ma mission, en fait, j'ai de la gratitude toute la journée. Ce qui n'est pas le cas si je la fige et je me dis « Ah, c'est juste quand je fais ça ». Alors que, imaginons que moi, ce que je préfère le plus, c'est faire des podcasts, tu vois. Imaginons ça. Si j'ai du pouvoir que sur les actions, je subis le reste de ma journée. Parce que je vais peut-être pas faire des épisodes de podcast toute la journée. Alors que si je fais le podcast, je suis nourri dans ce moment-là, et que le reste du temps, je me demande, OK, en quoi est-ce que passer dans ce taxi, m'être dans le podcast, en quoi est-ce que être dans ce métro avec tous ces gens serrés comme une sardine, j'ai le choix entre soit, du coup, je me dis, putain, fais chier, je préférerais être dans un studio de podcast en train d'enregistrer, ou être dans un autre état d'esprit et me dire, tiens, en quoi est-ce que c'est une opportunité pour mon prochain podcast de vivre ce truc-là? Et du coup, quand tu relis tout à ta mission, tout devient ta mission. Et c'est essentiel que les gens captent que c'est autant une fonction de qu'est-ce que je fais dans ma vie et on revient sur la notion du faire, qu'est-ce que je fais, mais aussi comment je vois le monde et à quel point est-ce que j'arrive à voir le monde comme une opportunité de réaliser ce qui est le plus important pour moi à tous les moments. Ouais, ça me parle énormément ce que tu dis. Et c'est vrai que quand on fige notre mission dans une certaine forme, on se met en condition d'échec et on appuie vachement sur notre ego et sur le mental. C'est clair, ouais. C'est quoi ta perception? On en a parlé un petit peu ensemble pendant une de nos séances de coaching et on parlait du syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que tu vois le syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Parce que je me rappelle que tu m'avais partagé un truc que j'avais trouvé hyper intéressant pendant une de nos sessions. Je crois que c'était un de tes mentors qui t'avait parlé de cette vision-là du syndrome de l'imposteur. Ouais, c'était une conversation que j'avais à Sydney avec lui et je suis dans un café et on lui posait des questions sur plein de choses. C'était avec un de mes meilleurs potes et tout. Et puis, à un moment donné, je lui dis, c'est quoi toi ta vision sur le syndrome de l'imposteur? Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont le syndrome de l'imposteur et tout. C'est quoi toi? Et il me dit, en fait, Julien, tu sais, moi, je crois que le syndrome de l'imposteur et tout, ça n'existe pas. La réalité derrière le syndrome de l'imposteur, c'est juste que quand tu l'as, c'est que tu es un imposteur. Et à ce moment-là, ça bug, tu vois, dans mon cerveau. Je me dis, comment ça, je suis un imposteur? Il me dit, bah oui, repense à un moment où tu as le syndrome de l'imposteur. Et je dis, ok, j'en vois un. Et je lui dis, ok, dans ce moment-là, t'essaies de faire comme qui? Et là, j'ai tout de suite la pensée qui me vient. Je sais exactement comme qui j'essaie de faire. Et il me dit, bah voilà, t'essaies de te faire passer pour lui. C'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Et au moment où je comprends ça, je fais, bah ouais, en fait. Ouais. Dans le fond, ouais. C'est Et ça. il me dit, bon, t'as compris ce que je t'ai dit? Quand t'as le syndrome de l'imposteur, c'est que t'es un imposteur. C'est que t'es un imposteur parce que t'essayes de faire comme quelqu'un d'autre. Exactement. Et donc t'es pas dans ton... Ouais. C'est très vrai, hein. Ouais. Parce que c'est souvent dans des moments où on admire du coup quelqu'un, où on place quelqu'un sur un piédestal et on part du principe que on devrait être comme cette personne. Et donc il y a un sentiment en nous de... C'est pas vraiment juste, je me sens pas à l'aise avec ça. Ouais. Et il y a un outil qui est très puissant pour justement le reconnaître et s'en libérer et accéder à notre pouvoir grâce à ça. C'est au moment où je perçois quelqu'un être mieux que moi, la première chose que je vais faire, je vais me demander, ok, qu'est-ce que je vois chez lui? Et puis je vais peut-être me dire, je le vois élégant, je la vois douce, je la vois à l'écoute, je le vois déterminé. Et dès lors que je vois ça, je me demande, ok, Julien, où et quand est-ce que tu t'es vu là-dedans? Et je vais juste prendre peut-être 30 secondes pour juste me remémorer des moments où j'ai accès à ça. Et ça change complètement la relation, ça me permet d'accéder à mon pouvoir, mais sous ma forme à moi. Tu vois, j'ai donné un exemple récemment au dernier séminaire que je fais vraiment attention à ça dans mes séminaires, à pas mettre un client sur un pédestal et pas non plus à minimiser les clients pour garder un équilibre dans les groupes et dans les dynamiques de groupe que je crée. Et je vois que j'ai une cliente qui est très élégante et très, très douce dans son énergie, qui commence à capter un peu plus mon attention et je vois que je commence à ne pas lui donner la même attention qu'aux autres et à lui donner un peu plus d'attention. Et
je me vois faire, tu vois. Et au moment où je me vois faire, il y a une pause dans le séminaire. Je dis, OK, je vais prendre ma feuille et je vais me demander, okay, où et quand est-ce que je me vois d'où? Et c'est marrant parce que d'où j'arrive à le réveiller chez moi, j'arrive à me voir et je la mets plus sur un piédestal. Et derrière, je me sens beaucoup plus doux avec les clients et tout, donc je me sens, c'est plus agréable. Et surtout, par contre, le deuxième, élégant, j'arrive pas à répondre à cette question. J'arrive pas à me voir élégant. Et il me faut peut-être 15 minutes pour arriver à trouver 3 moments où je me vois élégant, jusqu'à ce que je réalise que je suis élégant dans ma forme à moi. Je suis pas élégant, enfin, je suis peut-être pas élégant vestimentairement que elle, mais ça tombe bien, j'ai pas l'aspiration de l'être. Par contre, je suis élégant. Je peux voir des moments où je suis élégant dans ma manière de coacher. Je peux voir des moments où je suis élégant dans ma manière de communiquer. Je peux voir des moments où je suis élégant dans ma manière de transmettre. Et juste, j'étais figé sur la forme. Et au moment où je réalise ça, je vois que j'arrête de la mettre sur un piédestal. Je me sens de nouveau à sa hauteur et on peut avancer. Et surtout, moi, j'arrête de me dire, oh putain, tu devrais être mieux habillé, tu devrais machin, et tout. Parce que mon élégance, je l'ai sous une autre forme. Ouais, c'est trop intéressant. C'est un super exercice, je trouve, à faire. Il est tout simple. Les gens pensent que oui, ça va pas changer. Mais je te garantis que si tu fais ça, tu prends le trait que tu admires chez la personne ou l'action que tu admires chez la personne et en 5 minutes, si tu prends le temps de te demander, OK, où et quand j'ai fait ça, et tu reviens dans le moment et tu te vois faire ça, OK, où et quand, un autre moment, en 5 minutes, tu changes ton état interne, tu changes ta relation avec cette personne, tu changes la tangente que tu es en train de prendre pour lui ressembler, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et il y a aussi la partie sur ce qu'on... Enfin, moi, je remarque que parfois, quand j'admire quelqu'un, je suis tellement aveuglée par ce que j'admire chez cette personne que je me coupe de ce que je déteste chez cette personne. Et c'est bizarre, mais c'est presque comme si j'avais même pas envie de voir ce que je déteste, alors que je sais qu'il y a des trucs que je déteste chez cette personne. Et je trouve ça vachement intéressant. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi est-ce que je ferme les yeux sur ces trucs-là que je déteste, comme si ça allait me retirer cette admiration? Et pourquoi est-ce que je suis attachée à cette admiration? Tu vois, c'est hyper bizarre. Surtout, c'est souvent la même chose que tu adores et que tu détestes. Ouais, c'est très lié. Chez quelqu'un, ouais, c'est juste dans un contexte différent. Par exemple, si je prends dans le couple, moi, maintenant, je suis plus neutre depuis que je l'ai découvert, tu vois, mais ce que j'adore chez ma chérie, c'est à quel point elle est capable de faire tellement de choses pour elle, pour les autres surtout, à quel point elle est dédiée au service aux autres. C'est dingue. Dans tous les contextes, tu vois. Que ce soit professionnel, perso, tu vois, elle a 4 boîtes, elle a 2 enfants, et elle a 8 animaux, et elle trouve encore le temps de faire des trucs pour les voisins, pour le social, pour le machin. Ouais, c'est trop beau. Et je me dis, c'est ouf. Et ce que je déteste le plus aussi chez elle, c'est qu'elle m'écoute pas et qu'elle est pas présente. Et en fait, au début, je séparais ces choses jusqu'à ce que je réalise, mais en fait, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire qu'elle peut pas être tout ça et être très à l'écoute de moi et tu vois, être tout le temps là quand j'ai besoin d'elle et tout. Et ça me permet de moins admirer du coup ce qu'elle est, et de moins détester aussi ce qu'elle est. Et juste de voir, en fait, c'est un être humain et elle a 2 facettes. Elle a 2 facettes et du coup, ça me fait passer de être amoureux à j'ai de l'amour pour elle. Et il y a une vraie différence entre ces 2 termes, tu vois. Être amoureux, c'est je vois juste le bénéfice et je vois pas les inconvénients, je vois juste le positif, les qualités, pas les défauts. D'ailleurs, on dit souvent tomber amoureux. Ce qui veut dire que tu t'es tombé bien bas dans tes perceptions et dans ta conscience. Et aimer, c'est je vois l'entièreté de cette personne, je vois ses qualités, ses défauts. J'ai pas l'impression qu'elle a plus de qualités que de défauts, mais malgré tout ça, je l'aime encore. Et ça, tu vois, c'est le véritable amour. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois, de se rappeler à chaque fois que, au final, ce qui m'énerve le plus chez une personne, c'est souvent aussi ce que j'admire le plus et inversement. Ouais, c'est trop vrai. Tu vois, au début, tu tombes amoureux de quelqu'un qui est
t'adores son côté séducteur, et puis au bout de 6 mois, tu te dis, putain, pourquoi il est obligé de séduire tout le monde? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, non, mais c'est trop vrai. Ce qu'on admire et ce qu'on déteste le plus, c'est complètement tu vois, de face. Ma chérie, elle aimait mon intelligence, tu vois, et ma complexité de pensée, et elle a adoré ça. Et ce qui va l'énerver le plus aujourd'hui, c'est que je veux toujours avoir raison, et j'ai toujours un argument pour montrer que j'ai raison, tu vois. Ouais, bah oui, non, mais c'est pareil. C'est trop intéressant de le voir comme ça, je trouve. Ouais. Non, mais je trouve que c'est une perspective du syndrome de l'imposteur qu'on n'entend pas partout, parce que souvent, tu vois, quand on parle du syndrome de l'imposteur, on se dit, si je me sens pas à ma place, c'est que je suis à un stade de mon chemin qui est différent de la personne que j'admire et que je place sur un piédestal, mais que je vois pas à quel point ce stade-là est légitime. Mais en fait, c'est vrai que quand on se sent jamais imposteur tout seul, on se sent imposteur par rapport à quelqu'un d'autre finalement. Ouais. Mais en fait, tout ça, c'est parce que 95% du monde de la psychologie, du développement personnel, fonctionne à travers et regarde le monde et tous les concepts à travers 4 illusions qui n'existeront jamais. Qui est la première illusion, c'est l'illusion que dans le monde de la psychologie, que tu puisses penser positif et uniquement être positif sans plus jamais avoir de dépression, de problèmes, de tout ça, sans voir qu'en fait c'est un feedback pour te laisser savoir que tu poursuis un fantasme. Dans le monde de la physiologie, que tu peux être en santé sans maladie. Dans le monde de la sociologie, de croire que tu peux avoir de la paix sans la guerre, mais le seul moyen d'avoir de la paix à l'extérieur sans guerre, c'est de rentrer en guerre à l'intérieur et de rentrer en conflit à l'intérieur. C'est le seul moyen de ne plus avoir de conflit à l'extérieur. Et tant que les gens ne comprendront pas que nos pensées négatives ne sont pas un problème, ne sont pas un blocage, mais sont là pour nous laisser savoir qu'on poursuit un fantasme et qu'on est attaché à un monde qui n'existe pas, les gens continueront à voir le syndrome de l'imposteur comme un problème à résoudre. Et dans le monde de la psychologie et du développement personnel, la majorité de ce que les gens considèrent comme un problème à résoudre sont en fait un message à écouter. Et j'adore le mot message. En tout cas, la compréhension du mot message, c'est une compréhension qui m'a été donnée par Nicolas Propin. C'est quand tu regardes message, c'est mess et sage. Mess, en anglais, c'est le bordel. Et le message, tu peux le voir comme le bordel du sage à l'intérieur de toi pour s'assurer que tu vives une vie qui t'inspire vraiment et pas un espèce de fantasme qui te remplit pas mais qui nourrit ton ego. Et ça, c'est un message. Ouais, c'est vrai. Et tous les problèmes et symptômes que tu vas expérimenter dans ta vie, de mal-être, de détresse, sont là pour te laisser savoir que tu essaies de poursuivre une vie qui t'inspire pas vraiment ou qui est illusoire, qui n'existe pas. C'est très vrai. Il faut juste avoir le courage d'écouter et de... Avoir le courage d'écouter, de 1, et de 2, de sortir du bruit ambiant qui te dit « Ah non, mais t'as un problème, tu devrais continuer. » C'est faux, en fait. Et les gens qui te disent ça sont obligés de te dire ça parce que eux-mêmes sont en train de se convaincre de la même chose. Exactement, mais c'est exactement ça, en fait. C'est juste que c'est fou comme tout le monde se projette un peu ces peurs-là et non, il faut que tu rentres dans cette case-là parce que moi, c'est ce que je pense et j'ai besoin de me sentir validée dans ce que je pense et si je me rends compte qu'en fait, peut-être que c'est pas réellement juste pour tout le monde, peut-être que c'est pas forcément juste pour moi et du coup, ça bouleverse beaucoup trop mon système de croyance. Tu sais, c'est ce que tu me disais au début de ce podcast, sur les vidéos longues, pas coupées et tout, et tu me dis, ça m'arrange de croire ça. et t'as raison, en fait, ça t'a arrangé de croire ça, tu vois. Et plein de fois, on va dire aux autres des choses, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, ou quoi. Et alors que la réalité, c'est juste parce que ça arrange la personne de croire ça, et que si tu t'autorisais à prendre un autre chemin que ce qu'elle te dit que tu dois faire, ça la challengerait beaucoup trop. Ouais, de ouf, mais de... Ouais. De toute façon, quand t'entends quelqu'un te dire tu devrais faire ça, tu peux être sûr que lui-même se dit la même chose vis-à-vis de ça, et qu'il a une autre voix qui lui dit de faire l'inverse, mais qu'il a trop peur de l'écouter, et du coup il est obligé de s'assurer que tout le monde autour de lui fasse comme lui pour ne pas réveiller la peur qu'il a d'écouter l'autre voix. Ouais, c'est complètement vrai. C'est un moyen de se rassurer. C'est un moyen de se rassurer et je pense finalement dans toutes nos expériences, parfois on cherche des preuves que ce qu'on pense est vrai et que finalement c'est comme ça qu'il faut faire. Et même quand on Mais pourquoi est-ce qu'on cherche
Des preuves? Une preuve. Parce qu'on doute, parce qu'on sait au Oui, fond c'est de vrai. nous que c'est pas vrai. C'est vrai, ouais. Quand tu sais, t'as pas besoin de preuves. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand tu sais et t'as pas besoin de preuves et t'es pas du tout dans une rigidité aussi, je C'est pense. ça. Ouais. Et de toute façon, quand tu cherches à convaincre les autres de quelque chose, tu peux être sûr parce qu'au fond, T'es T'es pas pas convaincu. convaincu. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que je parlais de ça en plus dans une de mes vidéos récemment, en disant que influencer les autres, c'est justement arrêter de chercher à convaincre, parce que t'es tellement convaincu que ça se ressent et que ça se transmet. Enfin, c'est contagieux, quoi. ouais. Comment est-ce que tu vois le succès aujourd'hui par rapport à avant? C'est quoi ta vision du succès aujourd'hui? J'en ai pas, ça m'intéresse pas. Ok. Ouais, vraiment, c'est un mot que j'ai vraiment enlevé de mon vocabulaire. Ok. Tu verras jamais ça sur un de mes sites, sur un de mes contenus ou quoi. Et si Pourquoi jamais tu le vois, c'est que c'est l'équipe qui a fait une erreur, je vais les défoncer. Trop intéressant. Pourquoi t'as éliminé ce mot de ton vocabulaire? Pourquoi? Parce que c'est juste une... Ce que je me suis rendu compte, c'est que au moment où je crois avoir du succès, c'est le moment où je suis en train de créer mon prochain échec. Et au moment où j'ai un échec, c'est le moment où je suis en train de créer mon propre succès. Et du coup, les deux sont indissociables. Et je sais tellement que les deux sont indissociables que j'arrive plus à utiliser ce mot-là. Donne-moi un succès que tu as eu dans ta vie. Pour moi, le succès, c'est la manière dont je le définis, c'est C'est réussir quelque chose. non, pas forcément réussir mécaniquement quelque chose, mais c'est pour moi, c'est une forme d'harmonie en fait. C'est être en harmonie avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut créer. Tu vois, j'ai pas une vision du mot succès comme une seule définition qu'on peut un peu tous avoir en tête. Mais je pense que le mot succès, il peut désigner des choses très différentes pour chacun. Et pour moi, quand je pense au mot succès, je pense à quelque chose de très personnel et très subjectif, tu vois. Ok. Donc, mon succès à moi, ça va peut-être pas être la même définition du succès de quelqu'un d'autre. C'est quoi ton succès à toi? Bah, pour moi, aujourd'hui, le succès, ce serait réussir à être pleinement à ma place. Ok. Et comment tu saurais que t'es pleinement à ta Bah, je place? pense que je ressentirais cette harmonie, cette fluidité et cette joie. C'est un ressenti, je pense. Ok. Ça, ce serait pour moi le succès, du coup. Parce que le reste, je sais que c'est le fruit de mon ego, de mes peurs. Et que paradoxalement, même si j'essaye de gagner du pouvoir, j'en perds sur moi-même. Mais par contre, le succès aujourd'hui, ce serait justement pour moi avoir le courage de chercher en tout cas ma place, de la trouver de plus en plus et de ressentir cette joie, cette fluidité en moi, tu vois. Ok, je comprends. Moi, j'aime la notion de fulfillment beaucoup plus que succès. Pour plusieurs raisons. Après, c'est des définitions, tu vois, mais déjà, j'ai beaucoup entendu cette phrase de Tony Robbins qui dit « Success without fulfillment is the ultimate failure ». Ouais, je pense que je l'ai vécu. Et j'avais le succès et j'avais mon propre succès. C'est-à-dire que j'avais tout ce que j'avais défini qui était nécessaire à mon succès. Être millionnaire, vivre à Bali, avoir une maison incroyable, avoir une copine qui correspond à mes critères. Bref, j'avais tout. Une liberté extérieure, j'avais pas besoin de manager l'entreprise s'auto-manageait avec les équipes, tout ça. J'avais tout. Et je me souviendrai toujours de ce moment où je suis face à la piscine et je me dis, mais en fait, c'est quoi le sens de tout ça? Et je me rends compte que j'atteins ce point d'ultimate failure, j'ai le succès, mais j'ai pas le fulfillment. Et après, notamment avec John de Martini, j'ai compris que ces mots-là avaient une profonde signification et que dans fulfillment, ça veut dire, tu vois, to be full. Donc, c'est remplir.
remplir ce qui est important pour toi. Et en fait, quand tu remplis ce qui est important pour toi, c'est que tu remplis tes plus gros vides, ce qui t'a le plus manqué. Et quand tu remplis ce qui t'a le plus manqué, tu te sens plein, tu vois, tu te sens rempli. Et je lisais une phrase la semaine dernière qui disait que si on se pose 2 secondes, on peut observer qu'il y a toujours un vide au plus profond de nous. Et je vais reprendre cette phrase parce que je ne l'ai pas loin et elle m'a beaucoup touché. Et je l'expliquais dans ma story justement à nos clients, c'est que j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris autour justement de la notion de fulfillment et d'épanouissement. C'est l'âme n'oublie jamais réellement son origine divine. Cela fait partie du plan divin de ne pas l'oublier. Si nous nous asseyons calmement avec nous-mêmes et nous regardons honnêtement à l'intérieur de nous-mêmes, nous découvrirons qu'il existe toujours un sentiment que quelque chose manque. C'est un vide ultime. Il y a un désir naturel de l'âme de revenir à sa propre région, à sa réelle maison avec Dieu. Et en fait, en lisant ça... C'est trop beau, c'est qui a écrit ça? Je l'ai trouvé dans Empyréance. Ah, ouais. ok. Du coup, c'est John qui... Ouais. Putain, il est fort, hein, John. Il nous sort des phrases. Je l'ai trouvé là-dedans. Et ce dont je me suis rendu compte, vraiment, je me suis arrêté sur cette phrase. Et derrière, j'ai écrit, parce que je captais quelque chose que tout ce qu'on fait, on le fait parce que on perçoit que ça va nous apporter plus d'avantages que d'inconvénients, mais qu'il existe 2 types de vides. Il existe 2 types de vides qu'on remplit. Il y a des vides transitoires, qui est des vides dans notre vie de la matière, tu vois, du type, il me manque un peu d'argent pour payer mon loyer, pour faire tout ça, machin. Pour avoir de la reconnaissance, mais que au fond, et ces valeurs vont bouger dans notre vie. Une fois qu'on l'a rempli un peu, bon, c'est plus important. Par contre, il y a ce vide ultime, tu vois, qui est ce sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que nous, en lien avec cette phrase, et que ce vide ultime, c'est ce qui donne lieu à notre valeur intrinsèque ultime, et cette valeur intrinsèque, notre valeur la plus haute, c'est ce qu'on peut aussi appeler notre raison d'être, et je crois aujourd'hui que c'est le véhicule qui nous permet de faire cette expérience de connexion au divin. Et que pour moi, par exemple, c'est le coaching, c'est transmettre. Là, j'ai perdu la notion du temps. Je ne sais pas te dire quelle heure il est. Moi non plus. Et je suis pleinement présent. Je ne suis pas en train de penser à autre chose. Et je me sens connecté à quelque chose de plus grand. Je ne suis pas dans ma tête. Je ne suis pas centré sur moi. Je suis là. On est là ensemble. Et pour certains, ce véhicule, tu vois, de connexion à quelque chose de plus grand, c'est aller dans la nature. Pour d'autres, c'est être sur une Ferrari à 240 km/h. Et pour moi, en fait, notre valeur intrinsèque, c'est juste notre valeur la plus haute. C'est le véhicule qu'on a trouvé pour remplir notre vide ultime, qui est ce sentiment de déconnexion avec le divin. Et on a tous une stratégie ou un véhicule différent qui nous permet de reconnecter avec ça. Et ce véhicule devient notre valeur la plus haute, devient notre raison d'être. Et si on revient à l'idée que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, alors ça voudrait dire que dès lors que je poursuis et je priorise des vides transitoires plutôt que ce vide ultime, donc que je priorise autre chose que le véhicule qui me permet de me connecter à ce divin et ce divin en moi, alors je suis en train de m'autodétruire. Et donc, de là, on peut partir de l'idée que le but serait de trouver ce véhicule et de nous permettre de maximiser le temps que l'on passe dans ce véhicule. C'est trop fort ce que tu viens de dire, parce que... Et je trouve que c'est vachement intéressant de l'approcher comme ça, parce que du coup, on peut se demander à quel moment est-ce que j'ai le sentiment que le temps s'efface. Exactement. Et que je suis dans une forme de flow ou d'harmonie avec ce qui est plus grand que moi, et c'est un super bon indicateur pour savoir ce qui nous... Cette valeur intrinsèque dont tu parles qui est trop importante. Et tu vois, quand tu parlais de remplir des vides transitoires et s'autodétruire, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça aussi qui nous amène à faire des burn-out ou à entre guillemets nous brûler, nous éteindre. C'est d'essayer de rentrer dans de faire des choses qui sont pas réellement justes pour nous. Ouais. Et tous les jugements, tu vois, qu'on a, tous les jugements qu'on a accumulés dans notre vie sont la source de nos vides transitoires. Au plus est-ce que tu juges, au plus est-ce que tu crées des vides transitoires.
Et quand je dis juger, c'est pas dans le sens de ah putain, il a fait ça, c'est mal. C'est dans le sens d'avoir une perception incomplète des choses. Puisque dès lors que tu as une perception incomplète des choses, tu vas soit chercher à te changer, soit chercher à changer l'extérieur. Donc tu crées un vide, un manque, quelque chose qui n'est pas comme ça devrait être selon toi. Et donc, pour se libérer de nos vides transitoires, on a aussi besoin de se libérer de la source de ce qui les a créés, qui est les perceptions incomplètes qu'on a à propos de notre passé. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'ai l'impression que ça relie à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la honte et le jugement qu'on a bien sûr. De ce qui nous manque et de ce qu'on admire chez les autres et qu'on essaye de combler, du coup. Ouais, et je crois que du coup, tu vois, on a deux manières, toujours deux manières. Et je pense pas que c'est l'une ou l'autre, je pense que c'est les deux, c'est cool. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais besoin de faire de développement personnel et qui sont pleinement épanouis. En tout cas, très épanouis. Parce que tu peux connecter à ça en te libérant de tes jugements et en ayant de l'amour pour ton passé, mais tu peux aussi, si tu trouves ce que t'aimes et tu fais ce que t'aimes et ce qui te connecte, le truc le plus grand, tu cesseras de juger aussi. C'est vrai. Ouais. Et c'était intéressant, tu vois, de voir que ce que t'aimes et ce qui revient à ce moment où tu te connectes à ce qui est plus grand que toi, ça peut ressembler à tellement de choses différentes. Ça peut être de la pâtisserie, ça peut être de la chanson, enfin ça peut être tellement de trucs différents. Et tu penses qu'on a tous quelque chose qui nous relie comme ça? Ouais. Je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui se disent oui mais moi j'ai rien, enfin moi il n'y a pas ce truc-là, et je pense qu'ils ont juste pas cherché peut-être. Ou ils ont pas déjà, en écouté. fait, si tu regardes... Déjà, quand t'es enfant, la réalité, c'est que les enfants, ils sont tout le temps. Ils sont presque tout le temps ça, tu vois. Donc ouais, je pense qu'on a tous ça, mais notre société est tellement conditionnée autour des règles à propos de ce qu'il faut être, pas être, que ça crée un bruit de dingue dans la vie des gens. Ils sont plus capables de distinguer le signal du cœur et le bruit du mental. Complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur en ce moment? Ouais, mais je peux pas en parler. C'est lié au même truc. Ok. Non, en plus, en vrai, ça me fait même pas peur. C'est quand même quelque chose d'important pour moi, tu sais. Des fois, quand t'as un truc qui est important si tu vas parler devant une scène dans 500 personnes, c'est même pas de la peur, c'est juste... c'est important pour toi. C'est important, ouais, tu vois. Ouais. Mais c'est bon signe, tu vois, ça. Ouais. C'est vrai que j'écoutais un podcast là-dessus ce matin. Et il parlait de ça. Il parlait du fait d'avoir peur d'échouer quelque chose ou d'avoir peur que quelque chose se passe mal. Mais c'est pas forcément que... C'est pas juste une question de peur, c'est que justement, il y a aussi tellement d'importance que tu mets à ce truc-là que c'est bon signe aussi. Ouais. Et après, je pense qu'il y a tout de même un outil. Tu vois, j'avais peur hier matin encore. Et puis, dans l'avion, je me suis dit, OK, c'est quoi mon plan B et en quoi est-ce que ce serait une opportunité si ce projet marchait pas? Et là, j'ai commencé du coup à créer un plan, tu vois, et voir exactement comment ça serait trop cool si ça marchait pas. Et du coup, j'ai plus peur. Je suis toujours enthousiaste, mais j'ai plus peur parce que j'ai un plan B. Et je crois pas du tout à cette idée n'est pas de plan B d'ailleurs. Je pense que c'est une des bonnes conneries du dev perso. Moi, je le dis souvent alors. Merde. Non, je crois pas que... Je suis pas contre toi. je sais. Non, mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Pourquoi est-ce que tu y crois pas? En fait, je pense que si t'as pas de plan B, c'est la meilleure chose pour mettre énormément d'enjeux et te mentir à propos de tes sensations. Ouais. Parce que tu crois qu'il y a qu'une seule chose qui peut te rendre heureux. Et c'est un niveau de perception incomplète qui est ultra élevé. Donc, je crois que c'est important d'être pleinement présent dans le projet que tu fais et dans l'action. Ouais. Mais c'est le paradoxe, c'est que tu peux pas être pleinement présent dans le projet si t'as pas de plan B. Parce que ton intuition va toujours te dire et si ça marche pas, on fait quoi en fait? Ouais, c'est intéressant. Donc, tu peux pas être pleinement présent parce que tu crées des peurs si t'as pas de plan B. Alors que si tu as un plan B, c'est là où tu peux justement te dédier pleinement au plan A. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ce que tu dis, c'est relié
au besoin essentiel dont il parle Tony Robbins, le besoin de sécurité en fait. De se dire, le plan B, c'est un peu c'est ta sécurité, c'est... en gros, tu vas pas mourir si ça marche pas, quoi, en quelque sorte. Moi, je le vois plus comme... en gros, je le vois plus comme je suis au volant de ma voiture, je sais où je veux aller, je sais pourquoi, je me sens connectée à cette direction-là, j'ai vraiment envie d'y aller. Et si je commence à conduire et que je regarde légèrement à gauche ou légèrement à droite, je vais dévier un peu, je vais pas y aller avec la même intensité et je vais me donner la possibilité d'arrêter avant que je réussisse à faire l'expérience que j'ai envie de faire. C'est un peu ma vision du truc. Ok, je comprends. En fait, pour moi, le plan B, c'est un peu le moyen de pas affronter ce qui nous fait peur et ce qui nous inspire à la fois. Par exemple, regarde, moi, il y a un truc qui m'inspire de fou et que je visualise dans ma tête, mais tout le temps, depuis... Ça fait 10 ans que je visualise ça, tu vois. C'est quoi ? Et que j'ai toujours pas fait. C'est le fait de prendre la parole sur scène. C'est de parler devant un public, tu vois. Ouais. Et j'en ai rêvé, et je l'ai, à chaque fois que je le visualise, ça me donne des frissons, ça me fait pleurer, enfin, je le ressens dans tout mon corps, et c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion ces dernières années de le faire, bon, je l'ai fait quelques fois, mais pas du tout au niveau où j'ai envie de le faire. Et souvent, j'ai dit non. Souvent, j'y suis pas allée. Alors que c'est le truc qui me fait le plus vibrer, en tout cas à un niveau intérieur, quand je l'imagine, tu vois. Et pour moi, si... Je sais que c'est là où je veux aller, j'en suis très consciente. Mais si je me laisse la possibilité de pas le faire, parce que la peur, en fait, j'ai autant peur que j'ai envie de le faire, tu vois. Et du coup... Si je me laisse la possibilité de pas le faire, je laisse la peur prendre le dessus sur moi et je peux retarder vachement le moment où je vais le faire. Et non seulement je peux retarder, mais je peux aussi peut-être ne pas le faire. Enfin voilà, c'est possible aussi que Et je l'ai vu chez certaines personnes, ça, tu vois. Des personnes qui étaient hyper inspirées par quelque chose, mais qui se sont trouvées des excuses pour pas le faire, tu vois. D'accord. Mais... C'est quoi ton excuse pour pas y aller ? Moi, mon excuse, c'est non, mais je fais déjà trop de trucs en même temps, je peux pas me rajouter un truc en plus, ça va trop me prendre de charge mentale, il faut que je sois... En fait, je me dis, oui, il faut que j'ai plus de temps, il faut que je sois pleinement en mesure de m'y consacrer, tu vois. Ok. Et pour toi, ça, c'est une excuse, c'est un plan B ? Pour moi, pour moi, c'est un moyen de me cacher de ce que j'ai envie de faire. Ok. Et du coup, mais c'est une... si tu le sais, du coup, pourquoi tu te caches ? Je sais pas. C'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je pense que ça m'arrange dans le sens où je m'y confronte pas. Parce que juste, on t'a donné une opportunité, par exemple, on t'a dit, Mariam, viens à cet événement, je te laisse parler. On m'a dit un gros événement, genre un truc vraiment trop bien que je pense n'importe qui à ma place voudrait faire. Ok. Et rémunéré, très bien rémunéré, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Et tout était devant moi et j'ai dit non. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'as dit non ? Ce qui fait que j'ai dit non, c'est que j'ai ressenti dans mon corps le truc de ça va prendre trop de place. Ouais. Et là, j'ai pas envie que ça prenne trop de place. D'accord. Et c'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a 1 an, je crois. Ok. Et en quoi c'est stratégique ? Parce que j'ai l'impression, quand je t'entends, que cette vision, elle est dans ton cœur, tu vois, elle t'inspire, et tu te vois le faire d'une certaine manière. Tu te vois réussir à en parler d'une certaine manière, réussir à avoir une certaine attitude, tout ça. Et tu sais qu'aujourd'hui, si tu l'avais fait il y a 1 an, tu n'aurais pas eu l'espace pour arriver à cet idéal.
En fait, après, avec du recul, j'ai l'impression que à chaque fois que quelque chose est vraiment important pour moi et que... Je sais pas s'il y a une question de bon timing, mais en tout cas, quand quelque chose est important et que ça sonne juste pour moi à un moment T, il n'y a pas de plan B possible, en fait. Ok, donc, il n'y en a pas. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que ce truc-là, ce n'est pas juste au moment T. C'est pas juste, mais j'ai l'impression que c'est une excuse, tu vois. J'ai l'impression que c'est une excuse parce qu'il y a un conflit entre... Mais comment tu sais que c'est une excuse ? Parce que c'est étrange d'avoir autant envie de faire quelque chose et de dire non quand tu as une opportunité qui se présente à toi pour le faire. Ok, est-ce que tu veux des enfants ? Je sais pas. C'est un gros questionnement, je sais pas. T'as une amie que tu connais où vraiment elle sait qu'elle veut des enfants ? Ah oui. Ok, t'en as une en tête ? Ouais. Elle a quel âge ? Elle a 28 ans, je crois. 28 ans, Ouais. elle en a ? Non, pas encore. Ah, tu veux une amie qui en a ? Non, ça me va bien. Ok, elle en a pas. Ok, comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'elle a des excuses, qu'elle procrastine, ça veut dire quoi ? Non, je pense que elle a... Enfin, de ce que je vois, elle a pas trouvé la personne avec qui elle... Ok, est-ce que c'est possible que toi, t'aies pas trouvé le setup, Ouais. l'audience avec qui tu voulais faire ça ? Ouais, c'est possible. C'est possible parce que par exemple, quand je m'imagine moi-même organiser un événement, ça m'inspire plus que quand je m'imagine devant une audience complètement étrangère à moi, mais en même temps, j'ai aussi envie de réussir à prendre du plaisir à parler devant des purs inconnus, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas l'étape d'après ? Oui, c'est certainement, ouais, c'est clair. Parce que si on regarde, tu vois, t'as des gens qui s'en foutent, ils ont un pitch, et, ils savent exactement comment parler, et t'en as qui parlent et qui communiquent dans le lien, dans la relation. Et toi, t'es ça. Tu vois, quand on regarde avec ton audience sur Insta, toi, ce que t'aimes, c'est le lien. C'est-à-dire que si t'avais pas tous ces retours et tout, de ces gens que tu connais au fur et à mesure, ça aurait pas ce sens. Regarde ton sourire. C'est vrai. Et du coup, tu vois, tu te juges dans ce truc-là, alors que, dans le fond, c'est la proposition d'aller parler devant des gens que tu connais pas qui est un plan B. Parce que toi, ton plan A, celui qui t'inspire vraiment, c'est celui de parler devant une audience, avec des gens que tu apprécies dans cette audience que tu connais, parce que c'est ça qui te parle. Ouais, mais exactement. Mais du coup, tu vois, justement, je pense que quand le plan A, il nous inspire vraiment, on va pas vers un plan B, je pense. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je dis... je suis complètement d'accord avec toi. Juste, pour moi, tu vois, cette notion de plan B, elle est nécessaire dans le sens où ça peut être très culpabilisant pour quelqu'un. Bah, tu vois, d'ailleurs, quand tu te dis « Putain, je me juge, j'ai un plan B et tout », au final, c'est culpabilisant alors qu'il y a une sagesse derrière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a une profonde sagesse derrière. Donc, c'est dans ce sens-là que je le dis. Et c'est aussi dans le sens de ton plan A, c'est par exemple, imaginons que c'est de faire ça c'est de faire ça et que tout le monde soit inspiré, en fait, et de le faire d'une certaine manière. Ton plan B, pour moi, avoir un plan B, c'est savoir, ok, en fait, si je réussis pas cette blague sur scène, mon plan B, c'est je vais dire ça. Et au final, c'est ce plan B qui te permet de faire le plan A correctement. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est avoir une certaine flexibilité. Exactement. Pour moi, dans la notion de plan B, c'est vraiment cette idée de j'ai un plan A qui m'inspire. Je peux pas m'imaginer faire autre chose que ce plan A tellement il m'inspire. C'est toi avec ton audience. Je sais que je veux ça. Je ne m'imagine pas faire autre chose. Et voici ce qui pourrait mal se passer. Voici tous les obstacles qui pourraient émerger. Voici tout ce qui pourrait mal se passer. Et pour chacun des obstacles, je vais me demander si ça se passe, comment j'en fais une opportunité. Et le fait d'avoir anticipé tout ça, paradoxalement, te permet de te dédier pleinement au plan A parce que tu as un plan B, C, D qui évite les parts de toi qui ont effectivement un besoin de sécurité, un besoin de te rassurer, un besoin de planifier l'avenir, de tout ça. Elles, du coup, c'est bon. Elles sont rassurées, tu peux y aller. C'est comme dans un voyage. Tu sais, dans une famille, il y a toujours l'aventurier et puis il y a toujours celui qui a peur et qui a besoin de savoir qu'on a bien de l'eau et qu'on a bien à manger et tout. Et il y en a, mais tant pis, on en trouvera sur la route, tout ça. Et en fait, si tu prends juste l'aventurier et que tu minimises la voix de celui qui organise et la sécurité, en fait, il va te faire chier toutes les 3 minutes. Non, mais t'es chiant, t'as vu, on trouve pas de l'eau. Je t'avais dit qu'on trouverait pas de l'eau et tout.
Alors que si tu l'avais juste écouté, tu avais dit, ok, t'as besoin de quoi? De l'eau, ok, tu veux des barres de céréales, très bien. Ok, bah viens, on va les acheter. Après, il te laisse tranquille pour ton plan A. Ouais, c'est vrai, c'est trop vrai. Ouais, c'est intéressant vu comme ça, et je suis d'accord qu'on a tendance à être hyper rigide. Ouais. Parfois, Et souvent, d'ailleurs, pour moi, le signe de la rigidité, c'est... pour moi, le signe d'un fantasme, c'est la rigidité. Tu vois, c'est que t'es ignorant, t'es inconscient. Au moment où tu veux être rigide, pour moi, ça me montre que j'ai besoin de créer un plan B parce que je vois pas les inconvénients du premier plan. Ouais, c'est vrai. Quand je vais les découvrir un peu plus tard, ça va piquer. Ah, ça va être dur. Trop bien. Franchement, j'ai adoré parler avec toi. Je sais même pas quelle heure il est. Je pense que... Ça va, on est bien, on est parfait. Ah, mais trop bien. Non, c'était trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram? Ouais, Instagram, c'est bien. C'est bien, Instagram, ouais. Super. Il y a ta newsletter aussi que j'adore lire. Avant, j'en ai pas écrit une depuis 4 mois. Ah ouais? Pourtant, je reçois tes mails. Non, mais c'est Morgane qui les écrit, je crois. Ok. Mais moi, je trouve que t'écris trop bien. Il faut que tu nous renvoies des newsletters. Alors là, justement, mon plan B, c'est d'écrire un livre. Parce que là, j'ai un projet de ouf qui m'inspire. Ouais. Trop bien. Mon plan A, c'est pas d'écrire un livre. Ok. C'est probablement pas de l'écrire avant les 3-4 prochaines années. Mais justement, si mon plan A marche pas, l'opportunité, c'est que j'écrirai un livre. Moi, je pense que ce serait incroyable. Incroyable que t'écrives un livre. Mais vraiment. Bah bon, après, on verra. Mais en tout cas, ce serait trop bien. C'est sûr que j'écrirai un livre dans ma vie. Mais c'est sûr. Mais il faut que tu nous écrives un livre. Non, ce serait trop bien. Voilà. Trop cool. Merci Julien. C'était trop sympa.